peu de temps. Bon, merci. Du coup, Charlotte, là, tu nous présentes donc ton retour d'expérience et les usages que tu as fait de la Renaissance Ouais, écologique ouais, auprès de exact, différents publics. exactement. Alors Merci. déjà dans un premier temps, donc là sur cette diapo, je vous montre les quelques formations que j'ai pu faire en direction des enseignants du premier degré, mais aussi des enseignants du second degré. Donc j'ai beaucoup travaillé avec la maternelle et même donc en atelier hein, pour des formations en présentiel. Et même ce que j'ai pu faire en webinaire dans le cadre du temps fort et test de l'année dernière, enfin de cette année encore 2025, qui était enseigné la mère tous concernés, j'ai aussi fait des webinaires pour la maternelle. Donc je me suis un petit peu concentrée sur ce niveau-là. Et on va voir que la formation que j'ai pu faire en atelier ici sur la maternelle a eu pour effet de construire des projets de classe, hein. Les enseignants se sont lancés dans des projets de classe qui ont fait l'objet d'un retour, d'une présentation lors du congrès de l'AGEM. L'AGEM, c'est l'Association générale des enseignants d'école maternelle. Tous les ans, il y a un très grand congrès. Cette année, il a eu lieu à Colmar. Et donc, c'est l'occasion d'écouter des conférenciers, enfin des chercheurs là, c'était la thématique du développement durable, enfin des ODD plus précisément. Et donc là, il y a eu aussi restitution des projets de classe qui avaient été menés auprès des élèves. Et puis, dans le second degré, j'ai pu utiliser aussi la fresque de différentes façons auprès d'enseignants, alors dans le cadre de formations avec une problématique générale, une sur justement bah, la prise en compte de l'éco-anxiété. Donc ça, c'était il y a 2 ans. J'avais, euh, si vous voulez, pour cette formation-là, l'ingénierie de la formation, c'était enfin une formation hybride avec des temps en distanciel et un temps en présentiel. Dans les temps en distanciel, il fallait suivre l'intervention qui était sur la canothèque, l'intervention de Simon Klein sur la définition de l'éco-anxiété. Il y avait aussi l'intervention d'Éric Guillardi sur l'éducation au changement climatique. Donc ça, c'était des prérequis. Et ensuite, en atelier, en temps de présentiel, les participants ont eu, on va dire, deux gros blocs de formation. Un sur les sciences participatives et puis l'autre sur l'éducation, enfin la création de projets avec la fresque de la Renaissance écologique. Et c'est vrai que cette fresque, elle est intéressante parce que comme on ne représente que des choses qui existent aujourd'hui, ben, ça permet aussi de dépasser ben, finalement, on va jamais y arriver, on peut rien faire. Tout ce qui a été représenté sur la fresque, ce sont des technologies qu'on maîtrise. Il n'y a pas de pari technologique, on n'a pas besoin d'inventer des machines à faire pleuvoir, hein, qui existent déjà, mais on n'a pas besoin voilà, d'aller jusqu'à ces procédés-là. Mis bout à bout, tout ce qu'on connaît, qui fait déjà un petit peu partie de notre paysage urbain et notre paysage rural, eh bien, ça a été représenté sur la fresque. Donc ça, c'est en ce sens que c'est un outil intéressant parce que ça offre une vision positive et parce que aussi, ça permet de penser la transition comme une opportunité et non comme dire une malédiction ou en tout cas une fin en soi ou la fin du monde ou la fin de notre monde. Mais voilà, ça permet de rester un petit peu positif. Et puis, on a ici dans l'Académie de Reims un forum à l'éducation artistique et culturelle. Et donc là, avec toute cette dimension historique de la fresque de la Renaissance écologique, ça semblait être évident de pouvoir faire quelque chose sur ce sujet-là. Donc en fait, je vais vous montrer, là je ferai des petits zooms sur quelques-unes des formations que j'ai pu mener en direction des enseignants. Et puis, j'ai aussi utilisé la fresque pour des prestations en direction de différents publics. Ces prestations,
J'ai touché des agents de la préfecture de la Haute-Marne qui avaient besoin, qui nous avaient passé commande d'un temps de cohésion, de cohésion d'équipe. Donc en fait, à l'atelier, on avait fait plusieurs ateliers en parallèle, dont un qui était sur la fresque de la Renaissance. J'ai formé aussi les membres d'un conseil municipal des jeunes, donc à la fois les adultes et les enfants, les jeunes engagés. Et là, on va voir l'exemple que je vais prendre tout à l'heure sur le FEAC. Hein. C'est à peu près la même chose hein, sur l'aménagement du territoire. Et puis, les chefs d'entreprise aussi ont été formés à la fresque. Et ça, je vais vous développer l'exemple dans le temps qui vient. Alors, j'ai choisi trois formations. Hein. Je vais vous parler de celle que j'ai pu faire en direction des enseignants de l'éducation maternelle, hein, que j'ai formé en atelier ici à Chaumont sur 1 heure et demie. Vous voyez, c'est un temps qui est quand même assez court. L'idée, c'était d'identifier cet outil d'éducation au développement durable et puis de les mettre en- en réflexion pour créer des projets en EDD en lien avec les programmes du cycle 1. Donc la trame, je l'ai résumée là. Vous voyez que j'ai fait le débat émouvant, on a arpenté, on s'est approprié la fresque, hein, c'est-à-dire que j'ai présenté l'origine de la fresque, j'ai parlé de Julien Dossier, j'ai parlé du travail de Joanne Bertrandi, j'ai aussi fait la présentation historique. Et puis, on a découvert là les 24 chantiers et à la suite donc, de toute cette présentation, on a eu un temps d'intelligence collective où on a recueilli les projets passés, où on a réfléchi. En fait, quand on parle de la fresque, quand on la montre, quand on laisse le temps d'arpenter, quand on présente la dimension historique, les enseignants, tout de suite, ils réfléchissent à ce qu'ils vont en faire. Ça fait tout de suite écho à des points de programme, à des projets qui sont en cours, à des activités artistiques, à des prolongements, voilà. Donc tout de suite, il y a la machine qui se met en marche. Et à ce moment-là, ça va assez vite et elles ont produit, mais je ne sais, j'ai tout un document A4 avec tout un tas d'idées, de projets passés, à venir et de nouvelles idées. Et vous voyez que dans ma commande, j'avais sur le mur, j'avais bien fait ressortir les 5 domaines des programmes du cycle 1, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s'exprimer, comprendre travers l'inactivité physique, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, acquérir les premiers outils mathématiques, hein, donc la numération par exemple est venue, les premières formes géométriques, voilà, sont des idées qui sont venues. Je le dis pour notre collègue qui a un projet en maths. Explorer le monde, là aussi, c'est un champ qui est très, très riche. Et donc je l'ai fait travailler à l'aide de post-it qui sont réutilisables. Ça, c'est quelque chose que les participants apprécient particulièrement. On n'utilise pas des post-it jetables, on réfléchit hein, à sa façon de faire la formation et du coup, les participants, ils sont plutôt intéressés par ce matériel qui peut être mis à disposition. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a des contraintes avec ces post-it réutilisables. Il faut écrire avec un certain stylo. Pour le formateur, ça veut dire qu'il y a un petit peu de nettoyage à faire en fin de formation. Il faut laver les post-it un par un. Mais voilà, disons que ça, c'est la plus-value en vaut la peine parce que vraiment, là, c'est un chouette moment et des échanges sur cet outil. Alors, à l'issue de cette première séance, les enseignants ont proposé, je peux vous montrer la page, hein, j'ai toute une- il y avait de la matière, mais c'était vraiment un premier jet. Et en suivant le fil de ce premier jet, ces enseignants se sont lancés dans des projets annuels avec l'idée qu'ils allaient pouvoir le présenter en fin d'année dans le cadre du congrès de la GEM. Et donc là, je vous ai mis à l'écran les grands sujets qui ont été abordés, donc la question de la protection des abeilles, les pollutions plastiques des océans,
les bruits de la ville et les émotions qu'on ressent en les entendant, les mobilités en ville, l'alimentation durable et puis le cycle de l'eau. Voilà, des choses qui sont très très différentes. Il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de projets. Et ces projets ont fait l'objet d'une restitution à la GEM. Donc j'avais pris quelques photos, j'en ai mis très très peu ici. Certaines sont voilà, très esthétiques. Et pour d'autres, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que même avec des élèves de maternelle, hein, qui sont vraiment tout jeunes, qui n'ont pas de profondeur historique, là pour le coup, avec des élèves de maternelle, on ne présente pas la fresque de Lorenzetti. On va vraiment utiliser la fresque comme un imagier et les enseignants s'en sont vraiment emparés de cette façon-là. Les enfants ont été appelés à s'exprimer sur des vignettes. Voilà, et donc, bon, j'en avais plein, mais voilà, j'en ai sélectionné trois un petit peu au hasard. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi leur réflexion. Certains enfants disent, ah, ben, on voit qu'il y a des enfants dans la rue et ça les marque parce que ben, dans notre cité aujourd'hui, il y a assez peu d'enfants dans les rues hein, et qui jouent dans la rue. Donc voilà, en tout cas, leur regard est assez intéressant. Les constats des enseignants, ça c'est super, super riche. Donc ils ont fait des constats à deux échelles. Déjà, au niveau des élèves, ils ont remarqué qu'il y avait une augmentation notable de l'attention des élèves à leur environnement. On fait attention au son, on fait attention au paysage, à la propreté dans les rues, voilà, au comportement des uns des autres, hein. Il y a aussi toute une dimension citoyenne qui peut être abordée. Il constate aussi une meilleure capacité à décrire et analyser une image. Donc là, on est dans l'éducation à l'image hein, dès la maternelle. Justement, en travaillant sur des vignettes, ils ont pu travailler sur la lecture fine d'images. Et puis, ils ont fait comme ça aussi une petite initiation à l'implicite. Ils ont cette réflexion, les enseignants, ils disent, ben voilà, si sur la fresque on ne voit pas ça, eh bien ça n'existe pas. Ou si on voit dans la rue passer un camion poubelle mais qu'il n'est pas représenté dans la fresque, bah, ils font pas le lien tous, enfin tous les enfants vont pas faire le lien entre les deux. On peut rajouter un camion poubelle sur la fresque. Voilà, donc en fait, ça fait déjà une petite initiation à l'implicite. Bien sûr, ils ont enrichi leurs connaissances, ils ont découvert des choses, ils ont considérablement enrichi leur vocabulaire, ils ont pu développer leur capacité à s'exprimer et à développer leur point de vue. Le j'aime pas, argumenter parce que si, parce que ça. Donc déjà, à s'écouter les uns les autres, à découvrir qu'on n'a pas les mêmes goûts, qu'on n'a pas les mêmes opinions. Donc tout ça, ça a été un travail très, très intéressant. Pour les enseignants aussi, la formation sur la fresque hein, leur a apporté des choses. Elles ont trouvé que c'était un support stimulant et structurant. Le fait que ce soit structuré, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, ça leur a apporté un cadre de réflexion pour conduire leur projet en classe. Ça a été un fil conducteur. Et donc, voilà, ça a vraiment été intéressant de cette façon-là. C'est un outil qui leur a permis de prendre de la hauteur, d'actualiser leur représentation sur la transition écologique et sociale, hein, d'où ce passage par le débat émouvant, hein. On voit bien, là, ça a été une ouverture. Et puis l'engagement, ça a permis de s'engager dans des projets en EDD qui sont plus ambitieux, et notamment grâce à l'approche systémique. Alors, je vous ai mis à côté un petit graphique que j'aime bien. J'aime bien l'utiliser d'ailleurs en formation parce que sur ce graphique, on voit un peu ce que c'est cette approche systémique et c'est difficile, notamment pour des enseignants de cycle 1, de se dire qu'ils peuvent avoir cette approche-là avec des enfants tout jeunes. Et ben ça a été assez intéressant. La fresque, elle permet de s'élever, on change d'échelle. On n'est pas juste à l'échelle de sa maison, de son quartier ou de l'école. On peut mettre son école en perspective dans une ville, puis dans un monde avec une campagne autour, puis dans un monde connecté avec des voyages à l'international qui peuvent être représentés notamment par la mer et par les bateaux qui sillonnent la mer. Donc voilà, on change d'échelle, donc ça c'est super intéressant. Avec les 24 chantiers, on va relier les sujets les uns avec les autres.
on va se situer, on va situer nos observations, on va situer les problématiques envisagées sur la fresque. Et tout ça, ben, ça permet de mieux voir, ça permet de mieux comprendre, ça permet de mieux agir. Et donc, en fait, on a vraiment un lien entre cette approche systémique et puis la capacité à engager les élèves dans des actions communes et de la jouer collectif. Et donc là, ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant avec cet outil de la fresque, hein, c'est que on va changer du tri des déchets, qui est un engagement très personnel, j'ai le courage de le faire, pour rentrer dans des actions qui sont beaucoup plus collectives. Et donc ça, c'est... Bon, voilà. Et on peut le faire dès la maternelle. Alors, il y a des points de vigilance. Là, on est sur le retour de cette formation en maternelle. Ben, c'est le temps que les enseignants ont eu à consacrer à ces projets, comme toujours, hein. Dès que c'est ambitieux, que ça prend de l'ampleur, ben, ça prend du temps. Euh, C'était aussi l'idée qu'il faudrait prévoir un séquençage pour avoir des temps de réinvestissement, revenir sur la fresque, peut-être pas tout traiter d'un coup, mais voilà, que le travailler vraiment dès le début de l'année, en ayant vraiment une vision sur l'ensemble de l'année scolaire et pouvoir se dire, bah, tiens, là, on réutilisera le vocabulaire, tiens, là, on fera comme ci, comme ça. Enfin voilà, ils ont donc vraiment avoir ces temps de réinvestissement et puis relier les représentations de la fresque à des expériences vécues ou observées, ça c'est très important en maternelle finalement. Sinon, c'est abstrait pour les enfants. Donc le jardinage à l'école, une visite de ferme, prendre le train. Hein, pour une enseignante, elle pensait que jamais les parents suivraient ce projet voilà, d'un petit trajet en train de 15 kilomètres. Et pourtant, ben, ça a été fait et les élèves étaient ravis. C'était la première fois qu'ils prenaient le train. Donc voilà, ce sont des choses qui ont été très riches pour les élèves. Ensuite, deuxième formation, ben, c'est celle que j'ai faite dans le cadre du FEAC sur l'intrant patrimonial. Donc ça, c'était à destination d'enseignants du second degré et l'idée, c'était d'interroger la notion de patrimoine, notamment son rôle, le rôle qu'il peut avoir en éducation. L'idée était venue d'une exposition que j'avais visitée au musée de Nancy, où il y avait toute une exposition sur l'histoire de la place Stanislas, qui est au XVIIIe siècle, une création voulue par le roi Stanislas. Et l'idée, c'était d'en faire un pôle intellectuel, de vie intellectuelle dans la ville. Puis au fil du temps, bah voilà, la place s'est transformée, etc. Et jusqu'en 2005, c'est devenu un parking. Et depuis 2005, la place est redevenue piétonne et aujourd'hui, même l'été, il y a des activités culturelles, artistiques sur la place. Il y a un jardin qui est aménagé pour passer les mois d'été avec des brumisateurs, avec beaucoup de verdure, des transats. Enfin, on redéfinit complètement les usages de cette place. Et je trouvais que c'était intéressant parce que le patrimoine permet d'apporter un éclairage sur le temps présent. Et donc, l'objectif de cette formation, de cet atelier qu'on avait fait, c'était vraiment de voir en éducation artistique et culturelle comment on peut utiliser le patrimoine pour engager les élèves dans des problématiques contemporaines et donc les engager dans la transition écologique et sociale. Et donc là, on a fait ben, toujours la même chose, un débat de mouvement, l'arpentage, l'appropriation, on a un petit zoom sur les approches patrimoniales en EAC, la découverte des 24 chantiers, et puis la consigne de production, là, c'était de repenser et de réaménager un espace existant. Et donc là, pour ça, on a, donc là, vous voyez la place du Centenaire, c'est la place qui est devant l'un des deux musées de Langres, et cette place aujourd'hui est un parking. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de partir des observations de la fresque hein, pour aller chercher des idées d'aménagement du territoire, donc d'aménagement de cet espace pour en faire un espace qui corresponde à nos problématiques actuelles. Et donc, dans tous les groupes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré le parking. Là, je vous ai mis deux représentations. Certains ont pensé quand même à maintenir un espace pour les mobilités en mettant plutôt des parcs à vélo, mais pour d'autres, ben non, on va vraiment créer un jardin, on va créer des potagers, on va mettre
des panneaux photovoltaïques sur les toits. On va en faire un espace à la fois de rencontre, mais de production pour nos besoins actuels. Et la consigne, c'était dans la marge de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pas le tout d'aller chercher sur la fresque des panneaux photovoltaïques et puis de les mettre là parce que ça fait moderne. C'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je vois de cet espace? Qu'est-ce que je veux en faire? À quelle problématique du développement durable, de la transition écologique et sociale, ça va répondre? À quels enjeux. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc on était parti là aussi, hein, bien sûr, puisqu'on avait une entrée patrimoniale. On a montré la ville de Langres, alors là représentée donc dans une gravure du 18e, d'après un dessin du 17e, où la Marne passe au pied des remparts de Langres, alors que ça c'est totalement faux. C'est vraiment une représentation assez idéale et idéalisée de la ville. On a des représentations du début du 20e, enfin, oui, du 20e siècle, de Raoul Dufy, qui font vraiment ressortir le caractère rural hein, du territoire de Langres. On reconnaît toujours la ville, hein, au loin, c'est une ville fortifiée sur un éperon. Vous connaissez tous le plateau de Langres qui fait concurrence à Aurillac pour ses températures les plus froides. On parle de la petite Sibérie. C'est un endroit qui est très, très rural. Et ce qui était chouette aussi avec cette représentation de Dufy, j'aime bien celle de droite où on voit le train qui sillonne cette campagne en déchargeant son épais nuage de fumée parce qu'il se déplace au charbon. D'ailleurs, actuellement, chez nous, on est en train d'électrifier la ligne. On a des locomotives diesel encore en Haute-Marne sur nos lignes de train. Donc, vous voyez que ça permet aussi de lutter contre l'éco-anxiété quand on arrive à dire, bah, vous voyez, on va aussi sortir du c'était mieux avant. Il y a aussi des choses qui sont très positives dans les aménagements qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis là, une vision qui vient du site de la ville de Langres. On voit Langres vue du ciel aujourd'hui, où on voit toujours hein, ce caractère très très rural, mais où on peut remarquer l'artificialisation des sols. Hors des remparts, hein, la ville s'est étendue, les activités, donc, ce sont des activités à la fois tertiaires mais aussi industrielles qui se sont étendues autour de la ville. Donc l'idée, c'était vraiment de faire réfléchir hein, sur qu'est-ce qu'on fait de la ville, les représentations qu'on en a, le lien entre représentation et réalité. Et puis voilà. Donc on arrivait à cette place devant le musée qui, avant d'être un parking, a été aménagé avec un énorme château d'eau au milieu de la place qui servait notamment pour les pompiers. Et avant le château d'eau, il y avait une magnifique halle Baltard qui a été, donc tout ça, ça a été démoli, réaménagé, redémoli, réaménagé pour arriver au parking qu'on a aujourd'hui. Donc c'est, voilà, on peut réfléchir à chaque époque, ses besoins, et donc on fait de l'aménagement du territoire. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette place? D'où les productions qui nous sont proposées Il y a par il y a Benoît qui te demande dans le chat, et le maire de Langres, il en a pensé quoi? Faut en profiter, c'est bientôt les élections. Ben, on n'est pas allé jusque-là parce que La place actuelle est beaucoup plus jolie que quand il y avait le le marché. château d'eau. Mais en fait, bon, là c'est la limite de l'exercice. On est dans un exercice d'éducation à la transition Oui, écologique et sociale. oui, On fait réfléchir les élèves, mais on voit bien que les élèves, alors là, j'ai fait réfléchir des enseignants qui ensuite pouvaient faire cet atelier avec des élèves. Donc, j'ai fait la même chose avec le CMJ à, oui. Ch- à, à Chalindray. Alors là, le CMJ, il y avait des décideurs, hein. Il y avait quand même des élus dans le groupe. Donc après, tout dépend de la place qu'ils ont donnée à leurs élèves, à leurs représentants, parce que là, du coup, ce ne sont pas des élèves, mais ce sont les jeunes représentants du conseil municipal. Voilà, en quoi est-ce que leurs propositions peuvent aussi alimenter les réflexions de la municipalité. Mais n'empêche que les décideurs, ils étaient là à la formation. Donc, eux, ils ont aussi avancé sur l'approche systémique, parce que très souvent, dans les collectivités territoriales, les gens, ils pensent vraiment en silo, hein. Moi, je m'occupe
de l'aménagement des écoles, je m'occupe pas des mobilités, je m'occupe pas de la gestion de l'eau, je m'occupe pas de voilà. Et donc en créant des ateliers qui permettent justement de prendre de la hauteur et de voir les liens qui existent entre les différents chantiers, on peut de cette façon-là réussir à faire émerger une culture de la transition écologique. Ça, c'est vraiment donc voilà, là, c'était pas des décideurs, hein, mais j'ai justement la troisième formation que je voulais vous présenter, c'est avec des décideurs, et là, c'est l'échelle des chefs d'entreprise. Alors, ces chefs d'entreprise du bassin nogentais, c'était quelque chose d'intermétier, hein. L'idée, c'était de leur présenter un outil de réflexion collective et de projection dans des actions durables. C'était aussi de penser à des actions pour la transition écologique et sociale, et puis de développer la responsabilité sociale et environnementale de son entreprise. Donc là, vous voyez ma trame. Je me fatigue pas beaucoup. C'est un peu toujours la même. Je la maîtrise, donc je l'apprécie beaucoup. Le débat est mouvant, arpentage, appropriation. Et alors là, j'ai rajouté, parce que j'avais 3 heures, j'avais un peu plus de temps, une lecture thématique de la fresque qui va m'amener à la découverte des 24 chantiers. Alors, ce que j'appelle la lecture thématique, c'est que je divise mes participants en groupes et je vais les faire travailler sur des thèmes qui sont en lien avec leurs préoccupations. Donc, ça peut être, par exemple, premier thème, que nous dit cette fresque des modes de consommation dans un monde qui a fini sa transition écologique et sociale? Et là, je vais donner à chacun des groupes une fresque que j'imprime en 3 formats A3. Donc, ils ont une fresque qui fait 1,50 m. Et sur cette fresque, ils vont colorier tous les endroits où on parle de consommation dans la fresque de la Renaissance écologique. Alors, il y a la consommation, il y a un autre groupe qui va travailler sur l'industrie. Que nous dit la fresque de l'industrie dans un monde qui a fini cette transition? Que nous dit la fresque de l'énergie dans un monde qui a fini sa transition? Que nous dit la fresque des mobilités dans un monde qui a fini sa transition? Voilà, je vais choisir autant de thèmes que j'ai de groupes. La première étape de leur exercice, ça va être donc de repérer sur la fresque, de colorier. Et puis ensuite, de lire comment est-ce que les habitants se déplacent, quelles énergies peuvent être privilégiées. Alors, je vais plus ou moins les guider. Ça, je l'ai fait aussi avec des élèves, par exemple. Donc, les élèves, je leur mets des sous-questions. Voilà, je les guide un petit peu. Pour les chefs d'entreprise, j'avais dit, et la mondialisation des échanges, est-ce qu'elle est encore envisagée dans un monde donc sur les mobilités, il faut qu'on travaille l'échelle locale, l'échelle nationale, l'échelle internationale. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous dit la fresque? Sur l'industrie, je tournais un petit peu le dos, moi, parce que j'avais vraiment des chefs d'industrie dans le groupe. Donc voilà, où est-ce qu'il en est question? Est-ce qu'elle est inexistante? Eux, ils ont tout de suite vu des industries parce que, enfin, voilà, dans le grand public, souvent l'industrie, c'est des grosses cheminées à charbon qui vont polluer, alors qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est un monde hyper comment dire, c'est extrêmement technologique, c'est très propre, ça fait longtemps qu'ils réfléchissent sur les pollutions, donc on en dise. Et donc voilà, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle est marquée aussi dans le paysage. Notre représentation, si on demande à n'importe qui de dessiner une usine, souvent on va avoir quelque chose de très polluant. Or, le monde industriel n'est pas du tout comme ça. Et c'est aussi intéressant pour parler orientation avec des élèves, hein. On voit là, voilà, ça peut changer des représentations. Donc voilà, je les fais travailler en groupe et je les fais ensuite faire de la présentation orale de leur lecture de la fresque. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des croisements qui se font. C'est-à-dire qu'il y a un groupe sur l'industrie qui va parler des déchets. Ben oui, parce qu'on recycle, hein. On recycle sur la fresque les productions industrielles. Il y en a forcément, il y a des vêtements, donc il y a de la production industrielle. Donc, par exemple,
si on prend l'industrie et le recyclage, ça va aussi enfin, correspondre à un angle qui aura été abordé sur la question énergétique et non, sur la question pardon, sur la question des déchets. Donc, le groupe qui a travaillé sur les déchets, il aura parlé du recyclage, mais il aura aussi parlé de la méthanisation, qui est une façon de valoriser des déchets agricoles. Bon. Et sur la méthanisation, ce groupe-là, le groupe sur l'agriculture aura aussi parlé de la méthanisation. Donc, on va avoir des points de convergence. Je ne sais pas si je suis très claire là. On va avoir des points de convergence. Les différents groupes vont avoir entouré des choses, des éléments communs sur la fresque. Et à partir de ce moment-là, moi, je leur montre les 24 chantiers. Et c'est là qu'on voit que nos 24 chantiers ils sont vraiment vivants et qu'il y a vraiment des liens qui se font entre un sujet sur l'industrie, un sujet sur les modes de consommation, un sujet sur les mobilités, un sujet, voilà. Tout ça, c'est vraiment euh, on va dire, du système. On est dedans. Donc voilà, ça, c'est une étape que je rajoute. Et puis, bien sûr, ensuite, ils ont réfléchi, ils ont eu aussi ce temps d'intelligence collective. En tant qu'entreprise, en quoi cet outil peut vous aider à concevoir des actions RSE à mener dans les années qui viennent? Et là, ils ont eu plein d'idées, vraiment beaucoup d'idées. Je vais vous montrer, elles sont là. Donc, les pistes d'action, ben, ils ont travaillé des questions d'emploi, d'énergie, de formation, de consommation, de mobilité. Bon, je vous laisse les. J'ai vraiment repris leurs termes. Hein. Là, c'est pur jus, c'est vraiment la restitution de leurs propositions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des propositions qui viennent clairement de la fresque. Par exemple, j'ai un chef d'entreprise, et donc c'est un industriel. Cet industriel, il travaille dans des forges. Nous, dans le bassin Nogentais, on produit des prothèses, hein. Par exemple, les prothèses de hanches. Donc, c'est une industrie qui est de très haute précision, mais il y a encore des forges. C'est pour alimenter les forges, pour les faire fonctionner, on est obligé, bien sûr, ils sont obligés de produire de l'énergie. Eh bien, que faire de cette énergie? Est-ce qu'on peut pas, justement, il fait très chaud dans les forges, est-ce qu'on peut pas non plus, enfin, utiliser une partie de cette énergie pour chauffer les bâtiments? C'est la réflexion qu'a eue cet industriel face à la fresque. Il dit, ben ça, tiens, j'y pense. Et ça vient clairement de cette partie de la fresque où il y a vraiment au premier plan des frigos et au-dessus des frigos, pour réutiliser l'énergie de fonctionnement des frigos, des serres avec une production agricole à l'intérieur. Ben, lui, il a vu ça, il s'est dit, ben, tiens, moi, je peux faire aussi quelque chose qui irait dans ce sens-là. Un autre industriel s'est posé la question du dernier kilomètre, comment est-ce qu'il va acheminer ses productions sur le dernier kilomètre. Et il s'est rendu compte qu'il transporte des tout petits objets et que finalement, il pourrait utiliser des vélos cargo. Voilà. Et donc, il pourrait utiliser des mobilités douces pour les derniers kilomètres. Donc voilà, je ne vais pas tout, je pense que puis de toute façon, vous aurez tout ça, vous verrez ce qui a été proposé. Alors pour les chefs d'entreprise, j'avais 3 heures, donc j'ai complété l'activité autour de la fresque avec l'invitation de deux intervenants. Donc j'ai fait intervenir une représentante de la région qui est missionnée pour Life Biodivest, qui permet un accompagnement technique et financier pour le montage de projets dans la région Grand Est. Et j'ai invité aussi l'OFB parce que dans les missions de l'Office français de la biodiversité, il y a aussi un accompagnement qui est fait pour les entreprises engagées pour la nature. Et donc, ces deux structures se complétaient complètement et ça permettait, moi, mon idée, mon objectif, c'était que les chefs d'entreprise repartent non pas avec juste des idées, mais aussi avec des moyens de rentrer tout de suite dans l'action et de mettre en application leurs idées.
Donc, c'est justement l'objectif de ces deux intervenants, hein. Ils ont présenté le mode de fonctionnement, ils ont présenté les actions, ils ont pris en exemple des entreprises, ils ont présenté aussi les priorités territoriales. Chez nous, dans le Grand Est, la priorité, c'est l'eau. Parce qu'on est sur en Haute-Marne, on est sur un bassin, on est, pardon, sur un plateau en hauteur, et les eaux ne stagnent pas, nous, elles partent. On a la ligne de partage de la Méditerranée et de l'Atlantique, ça passe par chez nous, hein. Donc en fait, on a beaucoup d'eau ruisselante en plus la qualité des sols, la nature des sols fait que nos eaux mettent vraiment beaucoup, beaucoup de temps à s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Donc nous, notre priorité ici, c'est les questions d'eau, de, de stockage de l'eau, d'économie d'eau, de pollution des eaux. Donc voilà, donc c'est là-dessus qu'ils les ont un petit peu orientés. Mais voilà, les chefs d'entreprise sont repartis avec des idées, avec aussi des capacités d'accompagnement technique, notamment pour faire le diagnostic de leur entreprise, et puis des soutiens, enfin voilà, des dispositifs de soutien et d'accompagnement financier. Excuse-moi, Charlotte. Du coup, j'avais juste envie de rebondir là, comme tu parlais d'eau, en fait, je trouve intéressant là de pouvoir travailler avec les ODD. Mm. Et je ne sais pas si, enfin, chacun ou chacune d'entre vous maîtrise bien les ODD, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de chaque ODD, il y a des sous-cibles qui vont permettre de pouvoir travailler chacun, enfin l'ODD beaucoup plus finement sous le prisme justement de tout ce que tu viens de dire. Comment est-ce qu'on fait pour que l'eau s'infiltre? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une eau saine, etc. Et en fait, dans chaque ODD, il y a des sous-cibles, donc ce sont des objectifs à l'intérieur des objectifs qui vont permettre en fait d'affiner Mm. l'objectif de développement durable et d'aller travailler. Donc, et à l'intérieur de ces cibles, il y a des indicateurs. Et donc, du coup, quand on a des indicateurs, ça nous donne des idées en fait d'action qui vont pouvoir piloter ces indicateurs. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que quand on a une thématique comme ça, on peut aussi aller chercher à travailler avec d'autres méthodologies et d'autres supports qui existent, d'autres supports pédagogiques. Et c'est vrai que les ODD, ça marche très très bien avec la renaissance écologique. Et voilà, je Mm. referme la parenthèse. Voilà, donc toujours sur cette formation pour les chefs d'entreprise, ce qui était intéressant, c'était de leur offrir un atelier optimiste, hein, où on va parler de solutions plutôt que de problèmes. On va parler bien sûr des grands enjeux des transitions. On va pouvoir faire émerger des idées collectives, hein, et ça, c'est toujours très riche. Et puis, moi, je tiens beaucoup à cette idée de penser la transition comme une opportunité. C'était un peu ce sur quoi avait beaucoup insisté Eric Guillardi il y a 2 ans quand il était intervenu dans sa conférence sur l'éducation au changement climatique. On peut penser ça en termes d'opportunité et ça permet d'aller de l'avant. Et ça, c'est un discours qui permet de lutter contre l'éco-anxiété. Et c'est aussi un discours qui permet aux chefs d'entreprise de dépasser la contrainte des RSE, des cadres administratifs, voilà, de donner du sens à ce qu'on fait. Et ils sont des acteurs importants, donc ça, c'était vraiment un atelier intéressant. Alors, en conclusion, ben, ça marche. Moi, je le dis toujours, la fresque de la Renaissance, moi, je l'utilise vraiment sans modération. Et je trouve que oui, les participants s'engagent, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'échanges, de débats. Moi, j'apprends aussi à chaque fois. Ça permet d'actualiser des connaissances, de revenir sur ses représentations, de rester alerte, hein, sur les enjeux, de rentrer en fait dans ce monde de l'incertain, hein, d'éduquer, parce que c'est ça aussi l'objectif de l'EDD, c'est éduquer au monde de demain, mais enfin même déjà au monde d'aujourd'hui, c'est un monde de l'incertitude. Donc comment est-ce qu'on va s'inscrire dans ce monde-là? Ça permet d'entrer dans la pensée complexe, ça c'est dès la maternelle, hein, de montrer la systémie de nos sociétés
Et puis, le gros atout, c'est aussi une introduction du politique. Genre, je me suis permis de mettre une majuscule parce que c'est pas faire de la politique pour prôner des idées écolo, hein. C'est vraiment montrer que le monde dans lequel on vit est le résultat des décisions et de nos actions du quotidien. Et donc, ça, c'est vraiment un sujet de réflexion très intéressant. Voilà, et je vous ai mis à côté un atelier que j'ai pu proposer aux enseignants de la maternelle, que j'ai présenté en webinaire à partir d'un album de jeunesse pour sensibiliser les cycles 1 à la transition et notamment à la pollution plastique des océans. Et c'était pour répondre à cette grande question, parce que moi, la Haute-Marne, c'est très très loin de la mer. Comment est-ce qu'on fait l'année de la mer, de monter des projets sur la mer et de parler à des petits enfants de 4 ans qui n'ont peut-être jamais vu la mer, de la problématique des pollutions plastiques dans l'océan, ou en tout cas de parler de l'océan. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir animer quelques ateliers, ce qui permet de voir la réception qu'en font les enfants, comment ça fonctionne. Et ce qui est très chouette, c'est d'avoir pu recroiser certains de ces enfants un mois, 2 mois après l'atelier et qui viennent reparler de l'atelier. Comme quoi, voilà, il y a vraiment un ancrage, hein, ça va passer par les émotions, par, ben voilà, ils vont être dans une empathie complète avec la baleine qui est l'héroïne de l'album Je t'aime bleu. Ils vont chercher, ils vont utiliser la fresque pour se situer, pour situer la mer, pour situer leur école, pour voir qu'il y a de la distance. Ils vont chercher pourquoi, comment ça se fait qu'il y ait du plastique dans l'océan et comment eux, à leur échelle, ils peuvent aussi lutter contre ça. Et ben voilà, on a permis à des petits enfants de 4 ans de s'engager contre la pollution des océans et c'est un atelier qui était assez intéressant à mener. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Excuse-moi, je ne trouvais plus le bouton du micro. Merci Charlotte pour ce partage très riche.